Tout de suite, le JT. Merci de choisir ITV pour ce journal de la mi-journée. Toutes nos excuses pour ces légers retards indépendants de notre volonté. Encore merci pour votre fidélité à vous, auditrices et auditeurs. Encore bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par les infos de nos provinces. La ville de Koumra dans le Mandoul fait face au débordement des eaux de pluie, rendant ainsi la circulation des usagers, surtout ceux des engins à 2 et 4 roues, très difficile. Une situation qui met donc dos au mur les autorités communales pour des raisons de moyens matériels et techniques très limités. Le constat est fait par notre correspondant Ankonoït Rimadita. Logé dans une zone argileuse, humide et latéralement sableuse en saison de pluie, la ville de Koumra fait face à une difficulté de circulation et de drainage d'eau de pluie dans les quartiers. Les constats restent les mêmes dans les quartiers Benojo, Nirgigi, Massa Mission, représentant 1 et 2, bref dans les quartiers qui n'ont pas de caniveau. Circuler dans ces quartiers est un casse-tête chinois. Le manque criard des caniveaux bien construits dans la ville de Koumra serait à l'origine des débordements des eaux de pluie qui coulent de façon incontrôlée dans les ménages. Selon nos sources, certains caniveaux construits dans les années relativement récentes n'ont fait l'objet d'aucune consultation des populations autochtones qui sont d'ailleurs utilisatrices de ces ouvrages. Les réalités de terrain ne sont pas prises en compte dans la construction de ces canaux de drainage d'eau. Or, logée dans une vallée assez profonde, la ville de Koumra enregistre chaque année des grosses pluies qui coulent à forte pression vers les rivières, emportant sur son chemin des troncs d'arbres et bien d'autres déchets ménagers. Aujourd'hui, à défaut des caniveaux construits selon les normes, des déchets quelquefois toxiques se déversent à travers ces eaux dans les ménages, rendant difficile le contrôle sanitaire de la population. Malgré les efforts de certaines ONG aux côtés de la mairie de Koumra pour l'assainissement de la ville, le risque de voir certains ménages vivre dans les fosses pour les jours à venir demeure très grand. Hervé Bazin a-t-il dit, et je cite, « La vie, ça se fabrique avec les moyens de bord ». Eh bien, depuis quelques jours, l'équipe de la mairie de Koumra, malgré les moyens matériels et techniques très limités, s'active à curer certains caniveaux sous le contrôle du maire de la ville de Koumra. Un appel, sinon un cri de cœur, est donc lancé au gouvernement et aux ONG de bonne volonté pour sauver l'image de la coquette ville de Koumra. Merci. Et puis pendant ce temps, ici à N'Djamena, l'équipe de Karel s'est donc intéressée aux friperies, qui sont donc des habits de seconde main, de plus en plus prisés pour leur accessibilité et surtout leur originalité. Ces vêtements connaissent donc un essor fulgurant sur les marchés urbains, comme dans les boutiques spécialisées. Issus de dons, de surplus, de stocks ou encore d'invendus, ces articles séduisent un large public en quête de pièces uniques et à moindre coût. Mais ces derniers, cet engouement ne se cache pas et la question essentielle que l'on est en droit de se poser est donc quelles précautions sanitaires adopter avant de se revêtir de ces habits d'occasion. On en parle avec Ronel Karel. La friperie est aujourd'hui perçue comme une alternative économique et écologique à la fast fashion. Elle promet une consommation responsable en offrant une seconde vie aux vêtements et en contribuant ainsi à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie textile. Toutefois, si la friperie séduit par son prix abordable et son caractère vintage, elle n'est pas exempte de risques. Certains consommateurs confiants portent directement les habits achetés, estimant qu'ils sont déjà propres. D'autres se limitent à un simple rinçage, négligeant l'étape du repassage pour éliminer les microbes ou bactéries. Or, les experts de la santé rappellent que ces vêtements peuvent véhiculer des bactéries, des acariens, des poussières incrustées ou encore des odeurs persistantes. Ainsi, laver soigneusement et repasser les habits de friperie avant usage n'est pas un simple geste d'hygiène, mais une véritable précaution sanitaire. Car, derrière le charme de l'originalité de ce vêtement, de seconde main peut se dissimuler un risque réel pour la santé. La vigilance reste donc le meilleur réflexe pour conjuguer mode, économie et bien-être.
Bien noté, Karel. Nous restons toujours à l'intérieur des marchés pour constater cette fois-ci la flambée des prix des denrées alimentaires qui demeure une préoccupation majeure pour les ménages tchadiens. Malgré les multiples interpellations de la population, la situation semble avoir la peau dure. Mais comment expliquer cette contradiction dans un pays dit producteur de céréales et de plusieurs autres denrées alimentaires? Kaobari et Malomester nous fait le point. Au Tchad, la cherté des vies s'impose comme un mal endémique. D'année en année, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse vertigineuse sur les marchés, une réalité qui met à rude épreuve le quotidien des familles. Paradoxalement, le pays dispose d'un potentiel agricole important. Riz, céréales, arachides, oignons et autres produits vivrières sont cultivés sur le territoire national. Mais ces patrimoines agroalimentaires ne se reflètent pas dans les assiettes des ménages tchadiens. Plusieurs facteurs expliquent ces paradoxes. Exportation des produits bruts vers l'étranger, préférence des consommateurs pour les marchandises importées, souvent moins coûteuses, lourdeur des taxes, sans oublier la dégradation des infrastructures routières qui compliquent l'acheminement des produits vers les marchés. Nous sommes là, mais le marché ne donne pas. Les années précédentes étaient mieux, mais cette année rien ne marche. Il n'y a pas d'argent et les choses sont chères, mais c'est indépendamment de notre volonté. Parce que de là où nous prenons chez les grossistes même, les choses sont chères et nous augmentons en fonction des prix que nous achetons. De nos jours, le marché ne tient pas carrément. Les gens nous accusent d'augmenter le prix, mais le souci n'est pas à notre niveau. C'est depuis la base que les choses sont chères. Nous recherchons juste les 100 francs et autres. Nous payons aussi les droits tous les jours à la mairie. Avant, les prix des denrées étaient mieux. Mais maintenant, avec les différentes guerres, la saison de pluie, c'est pas facile que les marchandises arrivent à temps. Et là, ceux qui ont des stocks profitent pour augmenter les prix. Les taxes de douane sont aussi trop élevées, ce qui fait que nous sommes aussi quelquefois obligés d'augmenter pour récupérer notre argent. Les commerçants, premiers acteurs de la chaîne, pointent du doigt les charges fiscales et les difficultés des transports qui pèsent lourdement sur leurs marges. Une situation qui se répercute directement sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Face à ces constats, la question de la régulation s'impose. Les populations appellent le ministère du Commerce à prendre des mesures urgentes et structurelles pour soulager un quotidien devenu insoutenable. Encore un pas dans nos provinces, nous nous retrouvons donc à Laï, où la rentrée scolaire se prépare donc activement dans nos provinces, comme ici à N'Djamena. À Laï, comme je le disais tantôt, l'ambiance et l'engouement se fait ressentir à travers la ville, et ce, malgré la période de soudure. C'est ce que nous dit Labara Midim, notre correspondant. Quelques jours après la rentrée administrative, les parents d'élèves du département de la Tandjile-Est se préparent eux aussi à envoyer leurs enfants à l'école. Cette préparation est conditionnée par l'achat des fournitures scolaires. Avec la période de soudure, donc ça fait qu'on a des difficultés à acheter pour l'instant, mais on se débrouille et on déplore un peu les prix sur le marché. Il faudrait que nos commerçants locaux essaye de rabaisser un peu les prix de fourniture pour qu'on puisse entrer en position et mettre les enfants sur la route de l'école. 1 mètre de tissu me coûte 2500, alors qu'auparavant on prenait au moins 2000 francs. Maintenant, s'il faut payer pour 3-4 enfants, ça va me revenir à combien? Et la couture est là encore. Moi, je préfère d'abord passer par la tenue, parce que c'est la tenue là qui est plus chère que les fournitures scolaires. Nous commençons déjà à payer quelques fournitures, parce que nous sommes presque à la rentrée. Il nous reste peu de temps seulement que les enfants aillent à l'école. Bientôt, une nouvelle année scolaire commencera. Nous osons croire que tous les acteurs éducatifs sont déjà mobilisés afin que l'année 2025-2026 ne souffre d'aucune ambiguïté.
Retour ici à N'Djamena et parlons culture. Donc à présent, les traditions et coutumes africaines, longtemps considérées comme le socle de nos identités et la richesse de notre patrimoine immatériel, ont donc façonné des générations entières. Au Tchad, ces pratiques héritées des ancêtres traduisaient une profonde fidélité à l'ordre social établi. Toutefois, certaines d'entre elles, telles que le Livera et le Sorora, bien qu'ayant joué un rôle structurant dans la préservation des familles, suscitent donc aujourd'hui des vives interrogations sur leur implication sociale, sanitaire et juridique. Aujourd'hui, des vives interrogations sur leur implication sociale, sanitaire et juridique s'imposent. Firida Ketem Alao s'est donc intéressé sur le sujet. Suivez plutôt son reportage. Le Lévira, une pratique qui consiste à attribuer une veuve à l'un des frères du défunt, était jadis une norme sociale profondément ancrée dans certaines communautés tchadiennes. Ce mécanisme visait à maintenir la cohésion familiale, à assurer la continuité de la lignée et à garantir l'éducation des orphelins. Mais derrière cette logique communautaire se cachent d'énormes répercussions, telles que la privation des droits des femmes, la propagation des maladies héréditaires ou sexuellement transmissibles, des conflits au sein de la famille. De la même manière, le Sorora, qui attribuait une sœur cadette à l'époux survivant d'une femme décédée, obéissait à la même dynamique de préservation sociale. Cependant, à l'épreuve du temps et face aux mutations sociétales, ces pratiques apparaissent désormais comme des entraves aux droits fondamentaux, particulièrement ceux de la femme, souvent réduite à un simple objet de succession. Aujourd'hui, si moi j'épouse une femme, si je ne suis plus là et que mon frère ou un membre de la famille devait prendre cette épouse-là, c'est contraire, même si c'est avec son consentement. C'est contraire aux engagements que le Tchad a signés vis-à-vis de la communauté internationale. Et donc, de ce fait-là, ça viole les droits de l'homme et donc contraire aux dispositions des textes que le Tchad a ratifiés, a signés et a promulgués. S'il y a des vices qui entraînent vers la fin une violation, ça veut dire que vous êtes hors la loi et donc de ce fait-là, vous vous exposez aux sanctions à la rigueur de la loi. Si ces coutumes répondaient jadis à des impératifs de solidarité et de survie, leur survivance dans le monde contemporain appelle à une réflexion profonde. Pour finir, moi je dirais par rapport à cette situation, par rapport à cette culture, il revient aux praticiens de cette culture de s'asseoir, de voir l'évolution du temps d'aujourd'hui, le moment, les choses changent, et de s'asseoir et de réfléchir et de trouver la meilleure façon de vivre aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure. Mais si on n'y veille pas, et qu'on va vouloir appliquer ce qui date de longtemps à ceux qui sont nés aujourd'hui, ça ne passera pas. Et ceux d'aujourd'hui ont besoin de comprendre, les chefs d'aujourd'hui ont besoin de comprendre aussi leur sujet pour pouvoir trouver des lois qui permettront de conserver la culture ou la tradition ou l'ethnie. Sinon, il y aura toujours des conflits. Il serait opportun que les gardiens de la tradition se réunissent afin de repenser ces pratiques, non pas pour les éradiquer brutalement, mais pour les adopter aux exigences des droits humains et aux réalités de la modernité. Car, si le Lévira et le Sorora avaient pour finalité originale la protection et la stabilité sociale, leur persistance actuelle soulève des enjeux majeurs de liberté individuelle, d'égalité de genre et de santé publique. Et puis la page sportive de ce journal, le semi-marathon entre N'Djamena et Koussiri au Cameroun, pays voisin, incarne la puissance du sport comme vecteur de paix et de rapprochement. Le 6 de ce mois, une course de semi-marathon exceptionnelle réunira les populations de Koussiri et celles de N'Djamena, capitale politique du Tchad. En moins de 24 heures de cet événement, Nodi Madi Danga Josiane nommé dans le bain. Ce rendez-vous sportif, largement soutenu par la Confédération africaine d'athlétisme, dépasse le cadre d'une simple compétition. Il incarne un puissant symbole de rapprochement et de réunification des peuples d'Afrique centrale, mettant en lumière la dimension humaine profonde d'une telle initiative. En effet, les populations des deux côtés de la frontière partagent toutes de choses en commun que cette ligne administrative, héritage du colonialisme
ne peut les séparer. Les forces du sport comme vecteur d'unité est un slogan que l'on répète à chaque occasion. Le sport, par sa nature universelle, possède le rare pouvoir de transcender les barrières culturelles, politiques et sociales. Mais ici, il ne se limite pas à l'image. Il franchit littéralement une frontière. Dans la région frontalière, entre le Cameroun et le Tchad, vit un seul et même peuple. Les aléas de l'histoire en ont fait deux populations appartenant à deux pays distincts. Pourtant, de part et d'autre de la frontière, les habitants partagent la même histoire, les mêmes traditions, les mêmes défis. Dans ce contexte qui n'est pas particulier à l'Afrique centrale, ce semi-marathon devient bien plus qu'un défi d'endurance. Il se présente comme un pont entre des communautés séparées par des frontières artificielles héritées du passé colonial. Kusiri et N'Djamena, bien que géographiquement proches, ont souvent été éloignés par des tensions politiques ou des différences administratives. Cette initiative sportive favorise aussi le rencontre entre communautés familiales, jeunes leaders locaux et acteurs institutionnels des deux pays. Ce semi-marathon délivre un véritable message d'espoir pour la paix et la réconciliation. Au-delà de la performance atlantique, le semi-marathon du 6 septembre entre N'Djamena et Kusiri est une véritable célébration de l'unité humaine, en rassemblant des peuples aux origines proches, mais parfois divisés. Il nous invite à réfléchir sur notre capacité à dépasser les frontières pour privilégier ce qui devrait toujours nous unir, la fraternité, la paix et l'espoir d'un monde meilleur. La dimension humaine du rapprochement et de la réunification des peuples trouve dans le semi-marathon N'Djamena Kusiri, pont de l'espoir, une incarnation exemplaire. Et puis, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Sao du Tchad ont démontré un match palpitant hier contre les Black Stars du Ghana en arrachant un match nul, en but partout. Mais la question que l'on se pose est de savoir, est-ce que les poulains de Raoul Savory garderont le même rythme ou changeront-ils des stratégies pour affronter les Barrières de Madagascar le 9 septembre prochain au Maroc? Mbaindixem Sadok nous en parle. Le Tchad, qui n'a pas encore marqué de points en 6 matchs allés pour le compte de la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a surpris tout un peuple hier dans ses propres installations face aux Black Stars du Ghana. Il espère relever ces défis pour les matchs restants. Reste à savoir si le technicien suisse changera de stratégie ou doit-il maintenir la même stratégie pour affronter les Barrières de Madagascar le 9 septembre prochain au Maroc. Pour le sélectionneur national Raoul Savory, il fait un travail de fond avec les joueurs, mais il déplore déjà l'absence de Ekao Célestin. Promet ce match-là en huis clos au Maroc, c'est pas la même chose. Peut-être qu'une fois que vous prenez un but, c'est compliqué. Là maintenant, avec la pression du public, l'adversaire aussi sent que c'est chaud. Et sur la fin de match, les Ghanéens étaient contents que l'arbitre siffle. Donc c'est, voilà, très 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 beau public, fantastique. Maintenant, on leur donne rendez-vous au Mali, contre le Mali et la Centrafrique, puisqu'on aura 2 matchs à domicile en octobre. Et j'espère qu'on va faire encore 2 belles fêtes au mois d'octobre aussi, pour terminer l'année. Mais d'abord, Madagascar, et après on reviendra ici à la maison pour jouer ces 2 matchs. Mais le public fantastique, rien à dire. Tout de même, il faut faire confiance aux Tchadiens et au sélectionneur national Raoul Savory et tout son staff pour les matchs futurs, car le match se joue à 90 minutes, car le nul arraché lors du match face aux Black Stars du Ghana a permis aux Sao d'inscrire un point dans leur poule. Il est 13h22, heure locale, heure de N'Djamena, avec une température de 29 degrés, sous un ciel bien dégagé ici à N'Djamena. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.